Tout le monde est pris dans une guerre qui est maintenant très longue, ça fait 2 ans et demi que ça dure, il n'y a aucun résultat, si ce n'est des centaines de milliers de morts. Donc cette lassitude de la guerre, elle est considérable, et évidemment. Ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des tendances à la révolte, ceux qui veulent que la guerre s'arrête, ils ont des raisons encore plus fortes de vouloir que ça s'arrête, parce que ça fait 2 ans et demi que ça dure et que le bilan est absolument épouvantable. Et tous les pays connaissent des difficultés, notamment parce que la guerre qui dure, c'est une guerre que les États ont du mal à mener. Ils ont du mal à financer la guerre, ils ont du mal à ravitailler les populations. Lorsque les soldats écrivent chez eux, parfois ils reçoivent des lettres leur disant « chez nous, on n'a pas à manger, le pain est rationné, le prix de la viande a augmenté, etc. » Autrement dit, la situation de guerre, c'est une situation qui pèse énormément sur le quotidien des gens. La ville est occupée par les Allemands dès le 28 août 1914 et ne sera libérée qu'au début du mois de novembre 1918. Et au cours des combats, plusieurs destructions vont se faire ressentir dans la ville de Guise, mais également au Finistère, puisque par exemple, le pavillon d'habitation de l'aile gauche est complètement ravagé par un incendie, dès le premier jour de l'occupation allemande. Il y a eu ici donc ces 1528 jours d'occupation. Et les Allemands, pendant tout ce temps-là, ils ne se sont pas tournés les pouces. Ils vont commencer par aller dans l'entreprise pour réquisitionner les matières premières, ensuite pour produire pour le compte ici donc de l'armée allemande des appareils de chauffage et des appareils de cuisson. Mais la ville va subir de nombreuses destructions, de nombreuses privations et surtout ici donc un pillage en règle, que ce soit des bâtiments d'habitation, des bâtiments d'équipement et de l'entreprise par les forces allemandes, par les troupes d'occupation. Elle a été occupée quasiment du début de la guerre, à partir du 28 août 1914, et libérée entre le 1er et le 2 octobre 1918. Donc en fait, cette ville est en zone de combat pendant toute la guerre quasiment. Ici on est dans une zone stratégique parce que justement il y a pas mal de ravitaillements qui viennent par Saint-Quentin, parce qu'on a des lignes de chemin de fer qui ensuite partent vers la Somme. Les Allemands sont très intéressés par ces lignes qui leur permettent de desservir leur ligne de front. On est à 90 mètres d'altitude par rapport à la vallée qui est à 70, la vallée de la Somme. Donc naturellement les Allemands ont utilisé la basilique comme pôle d'observation, point d'observation, qui permettait à l'armée allemande de surveiller tout le périmètre autour de Saint-Quentin à des kilomètres à la ronde. Les Allemands se doutent en cette année 1917 que les Alliés souhaitent faire une offensive, la fameuse offensive du chemin des Dames. Les Allemands ont un front très étendu. Ils décident lors d'une opération, l'opération Alberich, de réduire ce front. C'est-à-dire que d'une portion très large, ils vont ramener le front à une portion très petite. Donc toutes les unités qui étaient stationnées sur ce front large se retrouvent dans cette petite parcelle, et donc de ce fait, le grand avantage, c'est qu'ils ont un plus petit périmètre à défendre avec beaucoup plus de force. La ligne Hindenburg part de Arras et elle va jusque Reims. 165 km. Elle consiste en fortification, c'est-à-dire des tranchées, des réseaux de barbelés et beaucoup de blocos. La ligne a été construite à partir de septembre 1916 et elle a été terminée au mois d'avril 17. Pratiquement en 6 mois de temps, toutes les fortifications des tranchées ont été faites. Alors, le tunnel de Riqueval, il faut savoir que c'est un tunnel qui date de l'époque de Napoléon Ier. Alors, le tunnel de Riqueval, en fait, sert surtout à amener en fait, le charbon des mines du Nord, pendant très longtemps, vers la région parisienne, parce que le canal de Saint-Quentin, où justement donc, transitaient de nombreuses péniches, c'était le seul moyen, par voie d'eau, d'aller de Paris vers le nord de la France. Alors, ce fameux tunnel, 5,5 km en gros de longueur, les Allemands en ont profité, c'était un abri naturel. Ils ont fait rentrer les péniches dans le tunnel et ils ont ouvert les péniches et ça a servi d'abri, d'hôpital et d'infirmerie. Ils étaient à l'abri des bombardements et ils avaient bouché les 2 entrées. En 5,5 km, on a de quoi faire. Les ravitaillements aussi, les munitions, la nourriture, etc. Et puis les réserves d'hommes étaient là, ils étaient à l'abri, ils pouvaient sortir. Sauf que ce recul des Allemands
entraîne la libération, ou tout du moins l'évacuation d'une partie ici donc du territoire français. Mais avant de partir, que font les Allemands? Ils appliquent la politique de la terre brûlée. Ils détruisent tous les réseaux, communications, infrastructures, industrie, tout ce qui est également fermes, champs, etc., pour empêcher que les Alliés puissent s'en servir. En mars 1917, l'armée allemande, le génie militaire allemand, avait miné tout l'édifice, c'est-à-dire qu'ils avaient creusé dans les piliers, ils avaient creusé 91 trous de mine destinés à recevoir de la dynamite pour, en cas de repli, dynamiter le bâtiment pour pas qu'il soit utilisé par les armées alliées comme pôle d'observation. C'est un exode forcé à Saint-Quentin parce que chaque ville, chaque campagne a eu un traitement différent suivant les circonstances. L'exode commence le 1er mars. Courant février, l'autorité allemande prend contact avec la ville de Saint-Quentin, avec le maire, M. Gibert, en disant ben voilà, bientôt la population va partir. Le maire obtient que les familles ne soient pas séparées. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Et on le voit dans les témoignages écrits des gens, ils en parlent comme un départ définitif. Il n'y a pas l'idée d'un retour. Les Allemands évacuent toute la population de Saint-Quentin en 3 semaines. Les 40 000 habitants partent dans des trains en direction du nord de la France et de la Belgique. Et à partir de ce moment-là, Saint-Quentin change de statut parce que c'est plus une ville avec des civils, c'est uniquement une zone de combat par laquelle passe la fameuse ligne Hindenburg. À partir du moment où il n'y a plus la population, les Alliés vont pouvoir tenter de déloger, on va dire, l'armée allemande de Saint-Quentin en les bombardant. Et ça va complètement bouleverser la ville, puisque au lendemain de la guerre, on considère qu'elle est à plus de 70% détruite. Et donc l'armée allemande et les soldats allemands se sont, on va dire, enterrés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés en surface pour se prendre les bombes. Ils ont tout de suite vu l'intérêt d'occuper ces souterrains pour se protéger. Mais en même temps, ils les ont aménagés. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que parfois, ils ont relié des réseaux entre eux pour créer une véritable circulation entre les caves, pour ne pas avoir besoin de sortir pour aller d'un endroit à l'autre. Ils ont rasé tous les villages autour de Saint-Quentin. Forcément, dans les années 20, on a parlé de la barbarie allemande, de la volonté de tout détruire, de rien laisser derrière eux. Mais en fait, c'est une pure tactique militaire. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rien derrière eux pour que devant la ligne Hindenburg, les Alliés ne puissent pas se protéger derrière un bâtiment, derrière une église, ainsi de suite. On rase tout. On bouche les pluies, comme ça les armées adverses ne pourront pas utiliser l'eau. Ils ont coupé tous les arbres, comme ça ils ne pourront pas utiliser le bois. C'est vraiment une tactique militaire. Donc ça veut dire que ça oblige les Alliés à avancer. Et plus ils avancent, plus ils s'essoufflent, plus ça tire leur ligne de ravitaillement et plus ça essouffle les hommes. Et donc là, les Allemands pourraient, dans ce cas-là, enchaîner avec ici donc une contre-offensive.